Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. On est là pour parler d'enjeux actuels aux enfants. Vous êtes ici pour le Festival de la bande dessinée de Montréal. C'est la 12e édition cette année. C'est la deuxième édition qu'on fait sur Saint-Denis à l'extérieur. Il annonce beau et chaud. Donc, ça va être une belle discussion extérieure. C'est une discussion qui est présentée par La Presse. Donc, on remercie le partenaire La Presse. Je vais commencer. Mon nom est Catherine Emmanuel. Je vais commencer par présenter ceux et celles qui m'accompagnent pour parler d'enjeux actuels des enfants. Et si vous nous écoutez en audio, sachez qu'il y a des enfants dans la salle, alors vous allez entendre quelques bruits à l'audio. C'est parfait. Ça va faire écho à notre thématique d'aujourd'hui. D'abord, Chloé Baillargeon. Bonjour, Chloé. Bonjour. Chloé est à sa première table ronde, donc Oui, c'est ça. on commence sans feu en parlant d'enjeux actuels aux enfants. Je suis prête. Mais c'est très à propos parce que tu as écrit 2 bandes dessinées, Wapi, le Wapiti, et Kevin l'écureuil qui cherchait des armes chez les malins, la première bande dessinée, et chez Kata pour Kevin. Et les 2 parlent d'enjeux climatiques. Oui. On va en parler plus en détail, mais de façon humoristique, de façon très intéressante. Et tu es illustratrice, autrice jeunesse. Tu viens des Cantons de l'Est, mais tu es maintenant à Montréal. Et tu dessines parfois sur le pseudo-Clos. Oui, ça m'arrive de prendre ce nom. J'ai essayé de le prendre au début, puis c'est occasionnel, on va dire. OK. J'assume mon nom, Chloé Bergeon, mais je signe parfois Clos. Dans le fond, c'est mon surnom. Donc, c'est pour ça. Bien, merci d'être là. Ça me fait plaisir. On a aussi Caroline Soucy. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, tu viens du milieu des jeux vidéo. Oui. Et on est très heureux et heureuse que tu aies fait le pont vers la bande dessinée. Moi aussi. Vers la littérature jeunesse, parce que tu as écrit 2 merveilleux albums qui sont sous l'univers de Paul Polaire, chez Glénat, Coup de chaleur et Le mystérieux docteur Plastique, où on est dans des écosystèmes naturels dans le Nord et dans l'océan, et on suit un personnage d'un ours polaire avec son oncle et ses 2 enfants dans toutes sortes de péripéties qui nous parlent d'enjeux sociaux et écologiques. Oui, c'est le nœud du projet de parler d'enjeux écologiques. Oui. Merci d'être là. Merci. Et finalement, on a Jacques Goldstein. Bonjour, Jacques. Bonjour. Avec le micro. Jacques, 30 ans de métier Je pensais que tu allais dire que j'avais 30 ans. Ah, ben oui, quasiment. 30 ans de métier en dessinateur, auteur, illustrateur jeunesse. D'abord avec la série Les Débrouillards, que je suis sûre que tout le monde ici connaît, qui a été dans le magazine, mais qui s'est ensuite déployé dans différents formats, dont la bande dessinée. Mais on te connaît aussi pour des contes chez La Pastèque, Le Petit Tabarnak, L'Arbragan, Azada, qui vont toucher des enjeux justement plus sociaux, très intéressants, des échanges culturels aussi qu'on pourra aborder dans cette table ronde, Les Étoiles aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les enjeux sociaux, mais il y a aussi l'enjeu écologique qui est toujours un peu derrière de ton passé aussi très proche de l'écologie. Donc, merci d'être là, Jacques. Merci à vous. Collabores-tu j'avais noté l'organisme JAME, J-A-M-E, qui est J'apprends avec mon enfant. Collabores-tu encore avec eux? Oui, c'est ça. C'est l'acronyme JAME. Vous pouvez aller sur Internet pour voir ça. Mais en fait, moi, mon travail de dessinateur, à un moment donné, je travaille pour des débrouillards, puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire, à dessiner des contes très tard. J'avais 55 ans quand j'ai commencé à... Alors maintenant, j'en ai 85, donc tu vois, ça fait 30 ans. Et donc, mais je travaille aussi pour toutes sortes d'organismes. À un moment donné, tu es happé à droite, à gauche, Québec Oiseau, Quatre Temps, Jardin botanique. Puis il y a d'autres organismes aussi qui te demandent, comme JAM. Et JAM, c'est un organisme à Verdun, dans le sud-ouest de Montréal, qui jumelle des jeunes lecteurs, des très jeunes enfants, qui découvrent la lecture. Alors, c'est des enfants de milieux pauvres, défavorisés, excusez-moi, et puis des nouveaux arrivants, par exemple. Et c'est des tuteurs, donc il y a peut-être une centaine de personnes. On est jumelés avec des enfants, donc on va faire la lecture chez eux. On ne va pas faire les devoirs. Ils prennent des livres à la bibliothèque et on lit avec eux autres. Fait qu'on leur fait découvrir la littérature jeunesse. Et c'est bien parce que souvent, les parents ne parlent pas la langue, ou très peu, ou ne vont pas à la bibliothèque, ou des choses comme ça. Donc, je fais du bénévolat pour cet organisme-là. Et
j'ai besoin de faire ce genre de choses-là. J'ai besoin de... J'ai un talent, le dessin, puis bon, ben, à un moment donné, ben, il faut le faire partager. Puis à un moment donné, c'est pas une corvée, c'est pas... c'est le fun de faire ce genre de choses-là. Ça m'amène à parler du rôle de la bande dessinée jeunesse ou des livres jeunesse. Chloé, peut-être qu'on peut commencer par toi, étant donné que c'est la toute première fois que tu te lances dans cette aventure de la bande dessinée devant nous. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un rôle à la bande dessinée jeunesse ou à la littérature jeunesse de façon générale, d'abord et avant tout? Ben moi, ce que j'aime de la bande dessinée, c'est, je trouve, en fait, souvent pour les premiers lecteurs, ils sont souvent portés à aller vers ça aussi, vu que ça mélange l'image et le texte. C'est plus rapide à lire. On est aussi dans presque c'est comme une émission. Là. Il y a des scènes, il y a des images qui se suivent. On suit une histoire vraiment visuelle. Tu sais, c'est pas juste une image statique. On a du mouvement, on a des interactions, donc, moi, je trouve que en tout cas pour les premiers lecteurs, les jeunes lecteurs, c'est souvent vers ça qu'ils vont, la bande dessinée. Donc, c'est une porte pour nous de leur transmettre ben là, on parle de sujets actuels, mais justement, on leur amène à avoir des réflexions sur des sujets qu'ils n'auraient peut-être pas eu autrement. Puis c'est accessible pour eux, c'est facile. On va à la bibliothèque avec les enfants, c'est souvent dans ce rayon-là que les enfants vont chercher par eux-mêmes et trouver des petits bijoux. Puis il y a tellement de sujets qu'on peut aborder avec la bande dessinée. Donc, je trouve ça génial. Moi, je trouve que c'est un médium qui est merveilleux. Caroline, est-ce que tu sens qu'il y a ce rôle-là, d'abord et avant tout de la bande dessinée, d'aller pouvoir parler d'enjeux avec les enfants, ou il y a comme un rôle aussi de divertissement? Comment tu navigues entre les deux? Ben moi, quand j'ai commencé à lire de la bande dessinée enfant, c'était plus un divertissement, je pense. C'était plus axé divertissement, mais je pense que la bande dessinée, maintenant, s'approprie aussi, se donne le droit aussi d'être plus sérieuse, d'aborder des sujets. Donc, c'est plus diversifié aussi. On peut parler de tout maintenant en bande dessinée. Donc, c'est pas seulement un divertissement. Et moi, ma façon de travailler, c'est que je veux mélanger les deux. Je veux que mon album soit divertissant. C'est une aventure. Je le vois vraiment comme une aventure. Mais je passe mes messages aussi de façon subtile. Donc, je fais vraiment un mélange. Ça peut être un hybride, là, je pense. Jacques, est-ce que ça a changé en 30 ans, le rôle de la bande dessinée, littérature jeunesse? Je dirais, si ça a changé en 30 ans, non. Quand j'écoutais mes collègues qui disaient qu'est-ce que c'est la bande dessinée, en fait, la bande dessinée, mon père m'en racontait quand j'étais petit. Il lisait les aventures de Tintin en prenant la voix du capitaine Haddock, de Milou, de Tintin. Il était très bon, il est encore très bon. Et donc, tu tombes là-dedans. Wow, wow. Et puis, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, moi aussi, tu réalises que c'est extraordinaire. Tu peux faire passer des messages, bien sûr, mais la différence par rapport au conte, quand tu écris un conte, comme, mettons, Azada ou Les Étoiles, ben là, tu te concentres sur une illustration et le lecteur va fouiller dans l'illustration, va regarder ça. Tandis que la bande dessinée, c'est plus comme un storyboard, c'est plus comme un cinéma, un petit court-métrage, admettons, que tu présentes. Et donc, c'est vraiment ça. Tu te sens vraiment comme un réalisateur. Là, tu te dis, bon, parfait, ma bande dessinée, on va aller au pôle Nord, par exemple. Et puis là, tiens, je vais aller chercher des ours polaires. Mais si tu fais un film avec des ours polaires, puis il faut que tu te déplaces là, il faut que tu aies du budget. C'est infernal. Et puis, il faut que tu aies des acteurs, il faut qu'il y ait un directeur photo, script assistant, producteur. Tandis que là, quand tu fais de la BD, tu fais tout toi-même. Tu vas aller sur la planète Mars, tu vas où tu veux. Et puis là, tu détermines des plans, des choses comme ça. Et puis, bon, voilà, tu y vas. Et puis, ça n'a pas vraiment changé parce que, en fait, comme disaient mes collègues, tu fais passer un message. C'est-à-dire que c'est... Bien sûr, tu as de la bande dessinée qui est complètement... On est dans un autre monde. Là, c'est vraiment dans le domaine davantage peut-être artistique. Mais dans ce qui nous concerne, qui touche un petit peu plus, peut-être des fois un peu un aspect vulgarisation scientifique, c'est un peu la même chose. Et puis, quand, par exemple, dans le magazine des brouillards, quand les jeunes reçoivent le magazine, ils disent toujours on lit la BD en premier. C'est sûr, ils mangent le chocolat et les jujubes en premier, avant de manger la purée. Et puis, mais c'est ça. La bande dessinée, c'est tellement long à faire aussi, 2 pages de BD, mais ça se lit tellement vite, c'est du nanane, c'est bon. Mais tu fais passer des messages. Des fois, t'es mieux d'être bien renseigné, parce que des fois, aussi, c'est pas d'être provocateur, mais tu as envie d'être... enfin, dans mon cas, j'ai envie de faire passer certains messages pour faire réfléchir les gens aussi. Je veux dire, peut-être un petit peu les secouer. Mais
t'es mieux d'être bien renseigné, t'es mieux d'avoir des bonnes ressources parce que sinon, on t'accroche au détour. Donc, c'est de la fantaisie en même temps, mais c'est le fun quand le jeune apprend quelque chose, ou mieux, peut-être le parent ou l'enseignant aussi en lisant la BD. Tu parles d'être bien renseigné, mais en même temps, j'ai l'impression que parfois, vous vous permettez quelques folies. Caroline, il me semble que dans l'univers des ours polaires, tout n'est pas parfaitement vrai, en fait. Non, pas du tout. En fait, comment je pourrais dire? Je suis consciente que faire marcher des ours polaires sur deux pattes puis les faire parler, c'est pas vrai. Mais j'ai le souci aussi de parler de comportements d'ours polaires qui sont vrais. Je sais que c'est difficile des fois pour l'enfant de départager qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais moi, j'espère que l'enfant va aller s'informer. Comme l'ours polaire montre à ses enfants un peu comment chasser le phoque. S'installer proche d'un trou, attendre que le phoque vienne respirer puis l'assommer. Je le fais de façon humoristique, mais ça, c'est vrai. Mais bon, tout le reste, c'est de la folie. Donc, je me fie à l'intelligence puis à la curiosité des lecteurs pour aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais je sais pas, c'est comme une corde raide. Mais je fais confiance aux gens. Fait que je passe des choses. C'est ça, je passe des trucs, mais je m'amuse. C'est de la folie, là. C'est, comme je disais tantôt, j'allie divertissement à message, à réalité. Donc, mais c'est super le fun. Moi, j'aime ça. Souvent, moi, j'ai une idée, là, je pars d'un comportement animal. Puis je dis, OK, un bœuf musqué, ça a des poils longs, c'est chaud. Qu'est-ce que je peux faire comme gag à partir de cette réalité-là de l'animal? Puis là, je brode autour de ça, puis c'est là que je vais trouver mes idées d'histoire humoristique, à partir très souvent d'une chose vraie. Partir de quelque chose de vrai, puis ensuite étendre un peu plus loin. Chloé, toi, tu as été comme vraiment loin là-dedans, parce que c'est un univers futuriste. Je pense à Kevin l'écureuil. Ben oui, c'est ça. Moi, mon histoire se passe en 2163, donc on est dans le futur. Donc, je peux justement m'éclater un peu puis imaginer ce que le futur serait dans le cas où on ferait aucunement attention à notre environnement puis que ça dégénère. Donc, moi, qui est montréalaise, je me suis dit, bon, c'est quoi les... Si on parle d'animaux en voie d'extinction, ben ici, on a plein d'écureuils gris. Je me suis dit, on en a tellement, on a l'impression qu'il y en a partout. Qu'est-ce qui se passerait s'ils devenaient en voie d'extinction? Justement, qu'est-ce qui serait dans le temps? En 2163, fait que, dans mon histoire, il en reste juste 5 des écureuils gris. Là, c'est vraiment, ils se sont décimés au fil des années. Ils vivent dans la pollution, ils survivent, ils s'accrochent à la vie. Puis t'as Kevin qui est l'optimiste du groupe puis qui rêve de trouver un arbre puis de vivre comme ses ancêtres. Que moi, je suis vraiment allée... j'ai inventé des concepts écologiques aussi que les humains auraient créés pour survivre. Donc, je suis allée vraiment m'amuser à travers ce livre-là aussi. Même si c'était un sujet qui est quand même un petit peu lourd, si on veut. On est un peu éco-anxieux tous, je crois. Puis je pense qu'il faut l'être aussi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Claude. Moi, je pense qu'en 2163, il va y avoir encore des écureuils. Oui, il y en aurait 5 écoute, dans mon histoire. Dans mon jardin, écoute. Mais c'est ça, on a de la misère à y croire, là. Mais ouais. Mais dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de végétation dans mon histoire. Tout est parti. Okay. C'est ça. Ils sont protégés. Mais il reste des poubelles quand même. Il y a beaucoup de poubelles. Donc, on est dans la surconsommation. Puis Pour les écureuils. Oui, ils survivent avec ça. Oui. C'est ça. Ils mangent des fonds de canne. Tu touches l'imaginaire. Je pense que tu permets de s'imaginer des choses en faisant toi-même le processus de créer un monde imaginaire. Parce que les enfants, la littérature, on a parlé de la fine ligne entre l'éducation et le divertissement, mais je pense qu'il y a un autre volet aussi qui est développer leur imaginaire. Qu'ils puissent pouvoir, eux, s'imaginer dans des mondes parallèles puis des solutions, tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que ton œuvre est intéressante pour ce volet-là, l'imaginaire. Mais c'est une option du futur. Il y en a tellement. On peut s'imaginer plein de résultats dans un nombre d'années X. Là. Moi, j'espère que ça ne sera pas ça. Mais je veux aussi que les enfants ils voient que ça les amène à réfléchir de, justement, si on ne prend pas action, ça pourrait aller jusque-là, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver du tout. Là. J'espère qu'on va se réveiller un peu plus que ça. Et c'est pour ça que je m'adresse aux jeunes, donc je m'adresse à la génération suivante.
Puis en tant que maman, ben c'est sûr que ça fait partie de nos inquiétudes. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Donc, c'était un peu à travers tout ce processus-là là, que l'idée m'est venue, puis que je voulais partager ça. Les trois, vous avez parlé d'enjeux d'écologie, d'environnement dans vos œuvres. C'est quand même central. Est-ce que c'est rendu obligatoire? Je pense à toi, Jacques, étant donné que ça fait longtemps que tu couvres avec les débrouillards, de parler de plein de petits sujets en lien avec l'écologie et l'environnement. Maintenant, est-ce que tu te sens comme un peu obligé d'aborder les changements climatiques, ces enjeux-là avec les enfants, étant donné que c'est tellement actuel? Ben, à vrai dire, quand je fais de la bande dessinée, mettons pour les débrouillards, c'est bon à dire, mais j'essaie de ne pas penser aux enfants. Je me fais plaisir à moi. Je fais une bande dessinée comme si j'aurais aimé la lire quand j'avais 9 ans. Fait que si je commence à penser au lecteur qui a 10 ans, est-ce qu'il est dans le dernier cycle du primaire? Là, je suis fort le banc, c'est pas bon. Donc, je m'amuse à moi. Puis souvent, je vais mettre des petits gags aussi dessinés aux adultes. Et souvent, bon, c'est les professeurs, les enfants, les parents qui vont lire. Fait que, non, je pense pas vraiment aux enfants. Mais c'est des choses qui... le premier secret, c'est qu'il faut que tu te fasses plaisir à toi. Et donc, si on parle de changement climatique, il faut que ça touche toi. Je pense que je ne serais pas très bon à faire une bande dessinée sur les expos de Montréal, par exemple. Mais le changement climatique, des animaux, par exemple, bon, ça me touche, à savoir, on parle des écureuils, des extinctions, tout ça. On est combien sur la planète? On est quoi? 7 milliards? Ouais, 7. On s'en va vers le 8. On s'en va vers le 8. Allègrement, tout ça. Et puis, moi, quand je pense à, je sais pas, il y a combien de pandas? Il y en a 4000, je pense. Et c'est pas beaucoup. Je pense que Saint-Athanas de Lotbinière, il y a plus d'habitants à Saint-Athanas de Lotbinière que de pandas dans le monde. Tu sais. Et puis, c'est la même chose pour les tigres du Bengale, c'est la même chose pour telle antilope, etc. Et c'est un sujet de bande dessinée à un moment donné. J'ai dessiné les personnages des débrouillards qui réfléchissent et on est rendu à combien. Puis, ils comparent à certaines autres espèces qui, eux autres, sont peut-être en voie d'extinction. Puis, tu te mets à réfléchir. Est-ce que l'être humain est un animal? Est-ce que c'est un mammifère comme les autres? Est-ce qu'on est en train de prendre toute la place, toutes les ressources de la planète? Peut-être. Et donc, j'arrive sur un terrain un petit peu glissant, ça fait réfléchir un peu les enfants sur ce sujet-là. Mais c'est des choses, des fois, qui font que je me réveille la nuit. Je pense à ça. Oui. Et puis, pour plein d'autres sujets. Là. C'est exactement la même chose. Le secret, il faut que ça t'intéresse en premier. Oui. Oui. On parle d'environnement. Comment on fait pour pas générer... Tu as parlé d'éco-anxiété, Chloé. Comment on fait pour pas générer du stress aussi quand on veut aborder ces enjeux-là avec des enfants? Parce qu'on sait qu'ils sont au tout début. On parlait de l'imaginaire. On veut nourrir l'imaginaire. On veut les conscientiser, mais on veut pas leur faire peur non plus. Caroline, est-ce que tu réfléchis à ça quand tu écris? J'y pensais pas vraiment avant, mais dans mon deuxième album... Je pense que j'ai fait pleurer des enfants, mais c'était pas volontaire, mais il y a des enfants qui ont écrit que c'était triste ce qui arrivait aux animaux pris dans le plastique. Mais j'avais fait le choix de leur montrer des vrais animaux pris comment je peux dire, la vraie chose dessinée de façon humoristique, là. Mais je l'ai fait, c'est tel quel, là. Puis je sais pas, c'est pas le fun de penser que des enfants puissent développer de l'éco-anxiété par rapport à cause de moi, mais en même temps, leur cacher des choses pour pas heurter leurs émotions. Je pense que pour faire avancer les choses puis leur donner le désir de protéger la nature, il faut leur parler des vraies choses. Ouais. Donc, fait que je veux juste pas trop en générer d'éco-anxiété, mais plus générer le désir de protéger, d'aimer la nature. Enfin, moi, c'est ça. Dessiner des animaux sympathiques pour leur faire aimer les animaux sympathiques et donc leur donner peut-être le désir de les protéger. C'est vraiment ça ma réflexion. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des trucs collatéraux, des blessures collatérales, là, mais bon, j'espère que c'est le moins possible. Là, mais oui, Mais est-ce que c'est mal faire pleurer les enfants? Leur faire vivre des émotions? Non, parce que moi, j'ai atteint mon but. Donc, puis quand on regarde un film triste, ben on a des émotions tristes. Donc, je pense pas qu'on doit les laisser dans la ouate tout le temps, là, les enfants, parce que c'est eux qui vont se ramasser aussi avec tous les pots cassés, là. Fait que donc, je pense qu'il faut être pas trop dur, mais il faut pas non plus occulter ce qui se passe vraiment, là.
Donc, moi, c'est ce que je pense. Donc, je trouve ça intéressant, l'éco-anxiété, parce que, comme tu dis, c'est cette génération-là qui va se ramasser avec ça. Quand moi, j'étais jeune à l'école, on avait, par exemple, on faisait des travaux de recherche sur il faut arrêter la pollution. Mais on pensait pas au changement climatique. Ça faisait même pas partie du décor. Il n'y avait même pas la couche d'ozone à protéger. Les pluies acides, ça n'existait pas. C'était juste, on va changer les usines, on va les rendre moins polluantes. Et puis, mais on rêvait toujours de voyager encore plus loin, et puis des avions, des moyens de transport, puis construire des banlieues, etc., etc. Et puis, mais l'éco-anxiété fait partie du monde des enfants aujourd'hui. Puis effectivement, il faut faire un peu attention dans mes bandes dessinées. Si on fait une bande dessinée sur la COP 25 ou 27, 28, je ne sais plus où on est rendu, bien, à chaque fois, le bilan, c'est « aïe, 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 ça va pas très bien. » Et donc, les enfants sont au courant, ils écoutent, ils voient la télévision, ils voient leurs parents qui parlent de ça. Et donc, il faut qu'il y ait un message d'espoir dans la bande dessinée. Toujours ce que je fais à la fin, je leur dis, des fois, j'ai des personnages qui pleurent parce qu'ils sont terrorisés par ce qui va arriver. Mais il faut qu'il y ait je donne les pistes de solutions. Les pistes de solutions, c'est, bon, ben, il va falloir développer le transport en commun, il va falloir peut-être arrêter de voyager en avion à un moment donné. Oui, mais c'est le fun. Non, mais il va falloir peut-être arrêter. Moi, mes grands-parents n'ont jamais voyagé en avion. Mais ils ont eu une belle vie quand même, tu sais. Et puis, ils n'ont jamais eu d'auto non plus, tu sais. Bon, mais donc, il faut revenir. On pense qu'il y a des choses qui sont ancrées dans le béton, puis il va toujours falloir qu'on ait 3 autos devant le driveway, puis 4 télévisions, puis ci, puis ça, etc. Puis à un moment donné, c'est ça le défi qu'il va y avoir avec les enfants, c'est qu'il va falloir qu'ils vivent dans un autre monde, mais en ce moment, nos dirigeants ne sont pas assez courageux pour dire, bon, ben, oui, il faut développer l'agriculture davantage locale. C'est bon, les framboises, mais quand ça vient du Chili, j'ai toujours une petite crotte sur le cœur. Tu sais. Mais si je peux poursuivre dans la même veine que tu dis, c'est moi, c'est triste, là. Je fais pas juste pleurer les enfants, là. C'est humoristique ce que je fais. Méchant. Mais j'ai des oursons. Et puis c'est souvent, la plupart du temps, les oursons qui trouvent la solution. Donc, les bœufs musqués ont chaud, les oursons vont leur couper les poils pour les aider. Donc, dans ma tête à moi, la solution, c'est les enfants. Puis je me fie à leur intelligence pour le capter, ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut être positif aussi, montrer qu'on peut changer les choses. Là. Mais j'ai une question sur les ours polaires, justement. La calotte polaire rétrécit, c'est un signe que le changement climatique, c'est indéniable. Et puis, l'ours doit aller sur la banquise pour aller chercher des phoques. Mais là, s'il n'y a plus de banquise, ils peuvent plus aller chercher des phoques. Donc, tu les vois Jacques, maigrir. faut que tu lises le livre. Oui, il faut c'est ça, je fais de la C'est pub ça pour qui se passe, son ça livre. va dans le- Mais c'est ça. Les ours polaires ont de plus en plus de misère à se trouver à manger, donc ils s'adaptent, ils descendent plus au sud. Hein. Il y avait un ours en Gaspésie, là, c'est quand, l'année passée? Un ours polaire qui est descendu en Gaspésie, oui. Donc, c'est sûr qu'eux, là, ils ont faim, là, fait qu'ils peuvent plus chasser le phoque parce qu'il n'y a plus de banquise, donc ils vont manger des oies blanches, ils vont manger d'autres choses, ils vont aller dans les poubelles, eux autres aussi, là, comme les écureuils, là, à Churchill Falls, là, et les ours polaires, là. L'Halloween, les enfants, là, ils passent l'Halloween, puis il y a plein de monde avec des armes à feu, puis qui surveillent pour pas que les ours polaires... c'est vrai, là. Donc, les animaux vont tout faire pour s'adapter puis survivre. Donc, Ça veut-tu dire que les Inuits vont migrer aussi, vont descendre vers le sud, en Gaspésie? Oui. Ben, Si les Inuits, ils chassent le phoque et puis ils vont descendre avec les ours polaires. Oui, ben, c'est ça, mais ça va déplacer des populations d'ours, mais d'êtres humains aussi. C'est ça, les changements climatiques. Je pense que j'en ai vu 3 Inuits près du métro à côté, maintenant. Oh, on vient d'arriver dans un autre sujet. On est dans un sujet sérieux, là. On va y venir vers les enjeux culturels, éventuellement. Mais Chloé, je veux quand même t'entendre sur la question parce que de te projeter dans le futur et là, de le voir carrément que c'est un risque que ça ressemble à ça, ce que tu as inventé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'éco-anxiété, de créer de l'émotion, du stress chez les enfants? Est-ce que tu y penses? J'y ai pensé aussi. Comme Jacques disait, je trouve ça super important de les amener à réfléchir sur la question, mais que la fin, justement, soit positive. Tu sais, moi, dans mon livre, Kevin, je divulgue un peu la fin, là, mais ils vont trouver une solution où il va y avoir quelque chose à faire. Il va justement y avoir un enfant dans mon histoire qui va l'aider à travers cette recherche-là. Puis ensemble, ils vont réussir à trouver des armes, puis à repartir, puis à faire confiance à la nature aussi.
Puis mon message ultime de ce livre-là, c'est de faire justement confiance à la nature, puis que les animaux, ils ont des rôles importants, donc il faut les protéger. Tu sais, moi, je pense que l'écureuil, tu sais, c'est souvent lui le planteur d'arbres. Là. C'est eux qui vont chercher les graines, les petites noix, ils vont les mettre sous terre pour les protéger. Bien, ça plante des arbres. Tu sais, c'est eux qui sont un peu les planteurs d'arbres. Donc, pour ça aussi que je trouvais qu'il était important de parler d'eux. Même si c'est pas juste des rats qu'on voit, là. Il y en a qui appellent ça des rats, mais qui mangent les tulipes ou qui brisent nos sacs poubelles. C'est des irritants, mais ils ont un rôle important. Fait que c'était ça aussi à travers mon livre que je voulais passer comme message. Jacques, tu me fais penser, tu me fais réfléchir là, avec ton commentaire par rapport à les communautés inuites, mais je me demande, est-ce que d'aborder des enjeux plus difficiles avec des enfants, d'utiliser des animaux, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est la voie facile au lieu d'aller chercher des personnages humains, par exemple prendre un ours polaire versus un inuit et discuter les mêmes enjeux? Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une difficulté de plusieurs dimensions à aborder versus un ours polaire? C'est plus facile, on peut y aller juste avec l'environnement, puis il n'y a pas comme les enjeux. Je suis curieuse de vous entendre, parce que vous avez travaillé des animaux, Jacques, plus des humains. Hein? Oui, mais les animaux, c'est important parce que ça vient chercher les enfants tout de suite. Puis, j'avais fait une bande dessinée des débrouillards à un moment donné, et c'était sur le thème de la biodiversité. Alors, sujet intéressant. Et un de mes personnages faisait une murale, dessinait une murale, et dessinait toute la variété d'animaux qu'on peut imaginer. Donc, il y avait l'ours polaire, bien sûr. Il y avait la girafe, le lion, le dauphin. Tous des beaux animaux, tu sais. Et puis, j'ai une petite grenouille qui s'appelle Beppo, qui est un peu le trouble-fête dans la bande dessinée. Beppo est toujours là, un peu en train de dire un peu des bêtises. Mais en fait, il y a comme un fond de sagesse là-dedans. Et puis, mes personnages sont toujours assez fins. Ils ont un bon vocabulaire, tandis que Beppo, il vire un peu sur les chapeaux de roue. Puis souvent, mon éditeur va me dire ouais, mais là, il ne peut pas dire ça. Oui, mais c'est une grenouille. Tu sais. Ah oui, c'est vrai. OK. Fait que, il m'en laisse quelques fois. Parce que et donc, dans ma bande dessinée, un de mes personnages fait une murale et dessine des animaux pour montrer la biodiversité. Et Beppo dit mais où sont les animaux laids? Comment ça, les animaux laids? Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est pas juste des beaux animaux soyeux, des animaux qui vont apporter quelque chose, des moutons vont apporter de la laine, des animaux qui sont intelligents, charmants, les pingouins, des choses comme ça, industrieux, tout ça. Et il faut penser aux animaux gluants, les méduses, il faut penser aux scolopendres, aux araignées, il faut penser à des animaux qui sont pas des venimeux, à écailles et tout ça, mais ils sont importants dans la biodiversité parce qu'ils ont un rôle à jouer dans toute cette chaîne-là. Et donc, j'ai un sujet, je peux aborder ce sujet-là et puis montrer que, bon, à la fin, finalement, les gens dessinent la murale, mais rajoutent des requins, vont rajouter telle bestiole, tels insectes aussi, des araignées, des choses comme ça. C'est parce que ça fait partie de la biodiversité. Et c'est ça que j'aime bien, peut-être pointer du doigt, puis... quand tu rencontres des gens qui n'aiment pas les araignées, qui sont toujours là avec le push-push en train de mettre du produit chimique dans leur cour en arrière, c'est humain. Oui, c'est humain, etc. Mais en fait, si on peut conscientiser les enfants que non, l'araignée, elle a un rôle à jouer, tu sais. Bien, complètement. Et parmi les gens, les êtres vivants qui sont moins beaux, bien, il y a les humains aussi qui sont comme je suis pas d'accord avec toi. Les humains sont beaux. Je m'étonne. Peut-être pas juste physiquement, là, mais il y en a des pas fins. Il y en a des pas fins. Chloé, Caroline, vous avez fait le choix d'y aller vers des animaux. Est-ce que c'est la voie facile ou... je vous challenge. Oui, pour moi, j'aime pas ça, dessiner des humains. Ben, je suis capable, mais je suis plus attirée. J'ai toujours voulu autre comme ça. C'est des animaux. Moi, c'est ça, mais c'est ce que c'est ma muse, c'est la nature. Donc, fait que c'était, oui, la voie facile. Puis j'ai lu un article quelque part qui disait une étude disait que les enfants qui lisent des livres pour jeunesse se reconnaissent moins dans les personnages animaux qu'humains. Donc, c'est pas une voie facile. Il y a un moins grand sentiment d'attachement. Pas d'attachement, de se reconnaître, de dire « Ah, lui, il est comme moi ». Moi, j'ai fait le choix d'avoir des oursons qui sont les enfants, dans le fond, là, mais pour que les enfants s'y reconnaissent, mais c'est pas si évident que ça, semblerait-il, scientifiquement.
Non, je savais pas ça, moi. Tu m'apprends quelque chose. Moi, je suis allée vers l'animal, mais en fait, dans mon histoire, j'ai comme les deux côtés. Il y a les animaux, mais il y a aussi les humains. Ce qui m'intéressait, c'était plus de voir le côté qu'est-ce que l'animal pense de l'humain, en fait. Qu'est-ce que lui... Parce qu'on le sait pas, on n'est pas dans leur tête, mais que là, moi, je suis comme rentrée dans sa tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pense, lui, des humains? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il pense de l'homo sapiens? Est-ce qu'il le trouve intelligent ou il trouve que finalement, il a comme tout gâché? Fait qu'il y a un côté aussi, il y a une critique à travers ça, là, clairement, que l'humain, il a comme, est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Parce qu'on est quand même un peu conscient de ce qui se passe, puis de ce qu'on fait, de ce qu'on détruit. Mais il faut aussi être conscient de... comment je dirais? Donc, on a un rôle pour reconstruire des choses. Il y a des actions qu'on peut faire, comme justement, quand tu parlais de moins utiliser l'avion, mais tu sais, on a cette conscience-là qu'il faut assumer, il faut le faire, il faut passer à cette étape-là. Donc, en tout cas, l'animal, oui, c'est peut-être plus accessible pour l'enfant. Donc, c'était le personnage principal, c'était comme le héros de mon histoire. Donc, lorsque l'enfant, il va vers l'animal, puis le côté intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que lui pense de nous. Donc, c'est introspectif pour l'enfant aussi. Puis, dans mon histoire, il parle directement à l'enfant. Donc, c'est comme s'il s'adressait à lui aussi. Puis tu abordes les enjeux de l'autre, puis des relations avec l'autre, avec la personne ou l'être qui est différent de soi. Avec cette communication-là entre les deux, je ne sais pas si tu as voulu en créant ces personnages-là humains, mais il y a cet aspect-là qui est intéressant. Oui, mais je me suis aussi amusée à parler un peu de maladies mentales à travers les animaux. Parce qu'en fait, ils sont 5 survivants, mais ils sont affectés mentalement aussi par l'environnement qui est devenu nocif. Donc, ça a un impact sur eux. Il y en a un qui est hypochondriaque. Il y en a un qui... il y a une la sœur de Kevin, elle est silogomane, qui est un mot que je ne sais pas si vous avez souvent entendu, mais c'est les gens qui ont l'habitude d'accumuler des choses sans les utiliser. Là, les gens je pense qu'on connaît tous au moins une personne qui a ce trouble, qui leur appartement est rempli de choses. Donc, on a une écureuil, elle accumule des déchets, elle fait des montagnes de déchets, puis ça lui sert pas du tout, ça n'a aucune utilité pour elle, mais c'est rassurant. Donc, en tout cas, je me suis un peu amusée à travers les écureuils à démontrer des facettes de l'humain aussi qu'on ne parle pas souvent, je trouve, en tout cas. Oui, ils sont tous ensemble, puis ils se tolèrent. Bien, plus qu'ils se tolèrent, en fait, ils s'aiment, puis ils sont un clan. Donc Oui, c'est une famille, oui. Oui, mais ça fait parler aussi de ça, de l'importance de la communauté. Oui, c'est vrai. Dans mes wapis, le wapi, le wapiti, c'est souvent le thème, moi, que j'utilise, c'est l'aspect communautaire du village. C'est ça. Donc, mais c'est un album jeunesse, donc c'est sûr que ça vise plus les 3 ans et plus, versus Kevin, qui est pour un peu plus vieux, vu le sujet aussi. Mais l'aspect solidarité, entraide, moi, ça, c'est des ceux qui me parlent. Puis ça se passe en forêt, donc ce côté aussi écologique et l'amour de la nature qui m'inspire beaucoup. Mais toi, Chloé, est-ce que tu es végétarienne ou tu es... Non, je ne suis pas végétarienne. Non. Mais Est-ce que tu serais capable de manger un écureuil, par exemple? Je pense Parce que ça se faisait à une certaine époque. Hein, je veux dire, même au Québec, oui, absolument. On mangeait l'écureuil, absolument. J'en ai jamais mangé. Il paraît que c'est un goût de noisette. Ah, pour vrai? Oui. Ah, ben. Va-tu en faire un album? Oui, ça pourrait être un bon filon. Mais ça aussi, tu vois, quand on parle des changements climatiques, bon, est-ce que j'utilise du plastique? Est-ce que je devrais prendre mon vélo? Est-ce que, tu sais, l'éco-anxiété, un bon sujet. Mais ça aussi, tu sais, quand j'étais petit, ma mère, elle achetait un demi-bœuf. Pas par jour, là, mais on avait un congélateur énorme dans le frigo. Tout était ficelé, le rôti, tout ça. C'était beau à voir. Là, c'était magnifique. C'était vraiment un symbole de richesse aussi. Manger du steak tous les jours, hein, au moins 3 T-bones par semaine. T'sais. Et puis, oups, là, ça a changé. Là, les enfants, on leur dit que c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Encore un autre fardeau sur leurs pauvres petites épaules, tu vois. Alors qu'avant, on mangeait de l'écureuil couramment, tu sais. Mais ça, c'est un sujet qui était abordable dans les débrouillards, par exemple. À savoir, par exemple, j'avais déjà abordé le thème, par exemple, est-ce que tu serais capable de tuer un poulet? Moi, ma mère vivait sur une ferme en Bretagne, et puis quand ils voulaient manger du poulet, ils avaient des poulets sur la ferme, et puis ils tuaient le poulet. C'était une corvée. C'était comme faire la vaisselle, sortir les vidanges. Tu sais, c'était pas... il n'y avait pas un état d'âme. Tu sais, ils ne se roulaient pas par terre en disant « Oh mon Dieu, je vais tuer le poulet. » Puis, non, ça se faisait. Aujourd'hui, tu dirais à un jeune, par exemple, « Bon, parfait, va tuer ton poulet. » Écoute,
Et j'avais proposé ça à un moment donné au débrouillard. J'avais dit, tiens, pas une bande dessinée, mais faire un reportage. Il pourrait y avoir 2 jeunes. Un qui a envie de les 2 ont envie de manger du poulet. Mais tu dois tuer ton poulet. Il y en a un, non, écoute, jamais, il est incapable de faire ce genre de choses. Et l'autre, il n'y a pas de problème, il prend la hache et puis coupe le cou du poulet, le met dans l'eau bouillante, le déplume, les viscères et puis le mange. Mais ça se faisait couramment. Aujourd'hui, tu es vu comme étant vraiment possédé Ça a du passé démon. au débrouillard? Non, ça n'a pas passé parce que justement, la moitié de l'équipe s'est évanouie quand j'ai raconté cette histoire-là. Mais c'est intéressant. que ça C'est l'a très pas intéressant. passé. Mais j'ai fait une bande dessinée là-dessus où c'était une boucherie où si tu voulais aller chercher du poulet, il fallait que tu aies une passe, et puis là, c'était écrit poulet. Ça prouvait que tu avais déjà tué un poulet, tu savais comment ça allait, donc tu avais droit au poulet. Et puis, si tu voulais manger de l'agneau, ben, tu avais la passe agneau, tu sais, de l'agneau, 1 kilo d'agneau. Et l'autre entrait dans la boucherie, et lui, il voulait avoir une demi-livre de viande hachée. Tu sais. Et là, ça voulait dire qu'il avait déjà tué un bœuf, tu sais, parce qu'il a dit respect, écoute, le gars, il avait déjà tué un bœuf, écoute. Et tu peux juste manger du bœuf si tu as déjà tué un bœuf. Donc, je pourrais manger plein d'araignées, moi, si j'allais à cette boucherie-là. Mais c'est ça, ça y est. on est dans le farfelu, mais en même temps, on picosse un peu, on fait réfléchir un peu à la chose. Ouais, c'est vrai. Tu sais, parce que, puis là, j'aborde le thème que, oui, nos grands-parents, s'ils habitaient sur une ferme, c'était normal. C'était pas des monstres. Mais tu devrais le reproposer parce que c'est comme. Peut-être c'est juste une question d'angle, mais Caroline aussi, tu as eu une expérience similaire. Je pense qu'il y avait un certain moment donné, tu voulais parler de la baleine qui explose quand elle est sous pression. Ton éditeur a dit non, ça c'est too much. Donc, ça vous est arrivé d'avoir des genres de censure? Oui. Moi, c'est drôle parce que ça se base tout le temps sur des faits réels. Fait qu'une baleine, si ça meurt en mer, OK, ça a tellement de gras autour du corps que les gaz, il y a plein de gaz de putréfaction qui restent à l'intérieur de la baleine. Donc, si la baleine, elle flotte, elle s'échoue sur la plage, ça, c'est le bar open pour les ours polaires. Là, puis c'est le seul moment dans l'année que les ours polaires se rassemblent, parce que c'est des animaux très solitaires. Donc, moi, mon idée, c'était que mes ours fassent exploser la baleine. Parce que si tu envoies un coup de couteau dans une baleine sous pression, c'est épouvantable. Ben, ça explose pas nécessairement, mais ça pue. En tout cas, c'était. Avec une allumette aussi, non? Peut-être? Ah, peut-être, mais il faut que tu la perces avant. Oui, mais il y a pas de méthane qui va se... Mais moi, c'est ça, la baleine explosait, puis là, il y avait du chemu rose un peu partout. Puis là, les ours polaires se ramassaient ça parce qu'ils se faisaient... C'était de la bouffe, là. On a de quoi à manger pendant... Parce que les autres, leur problème, c'était de se nourrir. Puis là, ils se faisaient voler leur tonne de viande par les goélands. Mon éditeur a dit hey, non, c'est dégueulasse. C'était pas dégueulasse, c'était comme de la gomme ballon là, dans mes dessins. Là, c'était pas... Puis il a dit non, ça passe pas, pense à autre chose. Donc j'ai changé mon truc. Puis j'ai fait, ils ont invité le chum à manger. Venez, on a une baleine à manger. Puis là, tout le monde a tout mangé la baleine. On voit rien, là. Et les ours, ils ont plus rien. Mais c'est ça, c'était une sensibilité. Moi, ça me faisait rire, puis je trouvais pas ça si pire. Puis ça heurtait la sensibilité. Puis il y a même des grands-parents qui m'ont dit la baleine échouée, parce que je l'avais illustrée, échouée, entourée avec des filets de pêche parce qu'elle était morte comme ça. Puis c'est triste. Puis tu sais, comme... encore là, c'est la même chose que les animaux pris dans le plastique. Là. C'est comme ça... Je sais, ça heurte des gens. Mais c'est vrai. Mais il faut... Non, on touche à quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que, admettons, tu as un Zodiac, un bateau avec des biologistes, puis ils voient une baleine qui est gonflée, justement. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font demi-tour? Oh, il faut se voiler la face, il ne faut pas voir ça. T'sais. Non, c'est naturel, ça existe. Et puis, si tu prends un enfant qui a 7 ans, 8 ans, et puis il a la chance d'aller dans l'Arctique, puis tu es avec lui, tu lui fais découvrir ce genre de choses-là, oui, il est capable de comprendre cette chose-là. Ça dépend de la façon dont on va l'expliquer. Malheureusement, il y a des éditeurs qui arrivent, des éditeurs qui disent « Ah non, ça... » Donc, il y a un phénomène de censure qui entraîne peut-être l'autocensure aussi. Oui, exactement. C'est dommage. Mais parce qu'en fait, on n'est pas fou. Ça dépend. Si on fait une bande dessinée gore absolument dark, oui, absolument, ça peut devenir un... J'aime pas les films d'horreur, pas du tout. Mais c'est ça. Donc, on va pas dans cette direction-là, mais c'est des choses qui sont vraies. Ça fait penser, par exemple, on parle du magazine des débrouillards. Du côté anglais, par exemple, il y a un magazine qui s'appelle Owls Magazine, qui est l'équivalent des débrouillards, dans la même famille. Et à un moment donné, il y avait une scène, et tu avais un ours polaire qui était en train de manger un phoque. Et il y avait un petit peu de rouge, un petit peu de sang. C'était pas un bain de sang, là, tu sais.
Mais eux, ils ont censuré la photo qui était passée dans le magazine des débrouillards parce que l'ours, probablement, lui devait aller acheter des cannes de thon à l'épicerie, ne se nourrissait pas de phoques. Donc, on est face à des éditeurs, des fois, qui sont... Et moi, je fuis ça comme la peste. C'est pour ça que faut bien choisir son éditeur parce que c'est fait avec intelligence, c'est fait avec ce que tu racontes. C'est un phénomène biologique. Je l'ai vu sur Internet. Tu vois ça sur YouTube. Tu vois la baleine gonflée. Tu dis, mon Dieu, comment... Ah non, OK, c'est naturel, ce phénomène-là. Et même, ils sont sur un bateau, puis avec une carabine, ils le tirent à distance. Tu sais. Et, tout peut se raconter, ça dépend de l'angle aussi. Est-ce que Chloé, toi, ça t'est arrivé, une genre de censure? En plus, tu as travaillé avec les très jeunes, avec Wapi. Écoute, on parlait de la goutte de sang. Moi, dans un album jeunesse, j'ai réussi à en mettre une sans me faire dire quoi que ce soit. Donc, elle était très subtile, mais elle était là. Moi, je m'en souviens très bien quand je l'ai colorée. Puis, ça a passé. Ma fille a pleuré un peu, par contre. Elle m'a dit c'était triste. En fait, c'est que Wapi, c'était sa première journée d'école, puis lui, c'est un wapiti, il a des grands bois, puis il rencontre un nouvel ami qui s'appelle Typique le pic-bois. Puis lui, quand il voit les bois de Wapi, son instinct, c'est d'aller picosser les bois. Donc, il est toujours après lui, puis ça le fatigue. Puis, à un moment donné, il lui accroche l'oreille avec son pic. Puis, on expliquait un peu à travers ça, les enfants, des fois, ils gèrent pas trop leurs pulsions, surtout quand ils sont petits, on est parents, on se rend compte qu'il y a des fois des réflexes de griffer, mordre, taper, que ça prend une certaine maturité de cerveau pour arrêter. Donc, c'est un peu ça aussi avec j'imaginais mes animaux dans leur enfance, donc je montrais cet aspect-là du contrôle des émotions et tout ça. Est-ce que tu t'en mets toi-même? Parce qu'il y a la limite de l'éditeur, la censure de l'éditeur. Est-ce qu'en tant qu'autrice et auteur, je vais commencer par toi, Chloé, est-ce que vous vous mettez vos propres censures de dire, OK, je n'irai pas là, je ne vais pas parler de sexualité, de violence, de ci, de ça? C'est sûr qu'il y a des petits sujets qui me mettraient peut-être plus mal à l'aise de parler. En même temps, dans Kevin, j'ai un peu abordé, c'est un peu malaisant, là, mais l'inceste. Ouais. Parce que comme il était en mode survie, puis ils sont les 5 dans une famille, à un certain moment, il y a la cousine puis le cousin, puis s'ils veulent faire survivre les écureuils, tu sais, il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Puis t'as la sœur de Kevin, qui c'est la seule fille qui serait la possible mère de la future génération. Elle a dit non. Puis on parle aussi du consentement là-dedans, puis elle veut pas. Fait que ça, c'est un sujet que j'étais comme, je vais-tu là, je vais-tu pas là? Je l'ai fait très subtil, mais c'est ça. Je pense qu'on doit quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on dit puis comment on le dit. Il n'y a rien de graphique, il n'y a pas eu de situation malaisante. Mais c'était plus une question qui revenait souvent. Si on veut survivre, il faudrait que ça soit ça qui se passe. Puis elle est comme non. Fait que c'est comme OK, ça va être non, on le fera, on n'ira pas là. Donc, Kevin, il se rend compte finalement, c'est la fin. Alors, c'est pour ça qu'il est comme qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pour avoir une vie quand même comblée pour un écureuil? Puis c'est là qu'il va chercher l'arbre puis qu'il va aller tout dans sa quête. Fait que lui, il fait son calcul, là, puis il se rend compte, OK, on était 30 il y a 20 ans. Là, on est rendu 5. S'il n'y a plus de bébés, c'est la fin. C'est la fin de notre espèce. Fait que c'est vraiment, là, eux, ils vivent vraiment les derniers instants des écureuils. Donc, c'est là qu'il veut se battre un peu contre ça. Puis, en une planche, environnement, inceste et consentement. Oui, c'est ça. Check. J'ai fait ça vite. Exactement. Caroline, censure, la violence, la sexualité, la nudité, y a-t-il des choses que... Non, ça, non. La nudité, mes animaux sont tous poilus. Mais je me censure dans le sens, quand je parlais de chasse aux phoques, ça se fait pas sans un bain de sang, là. Dans la nature, là, moi, non. Je veux dire, j'ai choisi... mes animaux, il fallait qu'ils se nourrissent, donc j'ai choisi des poissons. Ils mangent des poissons, mais c'est quand même pas cool pour les poissons. Parce que je me disais, ils attrapent du poisson, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Fait que est-ce que c'est une censure ou c'est de la délicatesse pour pas choquer? Je sais pas. Donc, c'est plus dans ce sens-là, j'ai censuré la violence de la vie. Dans le fond, la vie, la survie, c'est violent, là. En fait, nous, on est très protégés de la violence du monde naturel. Hein. On est vraiment... on oublie, on parlait de tuer un bœuf, de tuer
une poule, mais nous, le bœuf, il est en plastique, il est emballé dans du cellophane, il n'y a plus de sang dessus. On est très loin de la réalité des autres espèces animales là, sur la Terre, là, qui sont toujours en mode soit reproduction ou en mode chasse. Donc, on est toujours la proie de quelqu'un. Il y a juste nous autres, peut-être, puis l'ours polaire, qui ne le sont pas, mais... donc, moi, c'était à ce niveau-là là, que je me gardais parce que je m'adresse à des enfants. Et tu ne penses pas que, justement, il faut éveiller les enfants à ça? C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants et puis j'essaie de leur parler de la façon la plus simple possible. Comme tu dis, par exemple, oui, les animaux vivent d'une certaine façon. Ils sont en mode chasse. Voici comment ils vivent. C'est quoi leur écosystème? C'est quoi les menaces et donc, c'est de raconter les vraies choses. Si on les met dans de la ouate, à un moment donné, peut-être que l'enfant grandit, devient adolescent, puis il faut avoir un esprit ouvert, il faut être prêt à découvrir toutes sortes de choses. J'ai fait un voyage aux îles de la Madeleine, puis j'ai rencontré des chasseurs de phoques, par exemple, et puis qui étaient chasseurs de phoques depuis plusieurs générations, 5, 6 générations, etc. Et ils chassaient à l'époque le blanchon, et puis le phoque maintenant, puis... Et c'était pas des monstres, hein, c'était des gens, pour la survie, ils avaient besoin de ça pour aller chercher leurs protéines et tout ça. Et puis ils en voulaient un peu au fait que, la société, Brigitte Bardot, tout ça, a détourné un peu, transformé un peu le monde comme dans quelque chose d'un peu bisounours, un peu, là, tu sais. Fait que quand tu commences à t'intéresser, tu peux avoir une opinion après. Tu peux être d'accord, ne pas être d'accord, vouloir être végétarien, préserver les animaux, des choses comme ça, mais au moins avoir l'information, être capable de... Et non pas... c'est pour ça que j'en ai contre la censure, à un moment donné, parce que il y a une espèce d'entité suprême qui te dit non, tu n'as pas le droit de regarder ça. Je pense que les gens sont capables de se faire un peu une idée par eux-mêmes. Tu sais. Moi, je ne suis pas quelqu'un... comment je pourrais dire? Mon activité principale, c'est pas d'aller visiter des abattoirs. Tu sais. Non, pas vraiment. Mais je sais que ça existe. Et puis, j'y pense à chaque fois que je mange de la viande. Puis, je veux dire... peut-être qu'un jour, je vais devenir végétarien. Je pense que j'ai beaucoup diminué ma consommation de viande, mais tu vois, il y a un impact. Mais je pense qu'effectivement, quand tu dis le bœuf, c'est du plastique, c'est emballé dans du plastique, je pense que un service à rentrer à des jeunes, à montrer à des jeunes, aujourd'hui, c'est peut-être organisé comme on organise une visite au planétarium. Il faudrait qu'il y ait une visite organisée dans un abattoir. Ouais. Oh my God! Et puis là, tu verrais comment on... Ouais. Ben, c'est comme ça. Après, tu fais ton choix. Et après ça, il y a des changements de société peut-être très, très importants. Ouais, on va moins souvent au McDonald's. Ah, ouais, c'est vrai. Tu sais, puis c'est vraiment des changements de société. Mais faire confiance à l'intelligence des enfants, je pense que tu le fais aussi, Jacques. Puis ça m'amène à parler de la question des mots, parce que des fois, il y a la censure, mais des fois, il y a aussi ne pas dire des choses, puis laisser les jeunes comprendre par eux-mêmes. Je pense, entre autres, à un de tes contes où il n'y a pas le mot islam, puis il n'y a pas le mot juif à l'intérieur. Pourtant, on parle de la relation entre les deux cultures. Oui. Ça s'appelle Les Étoiles et c'est l'histoire de je passe quasiment tous les jours en vélo dans ce quartier-là, Outremont, puis je trouve ça fascinant, écoute, de voir ces Juifs-là hassidiques, donc c'est des Juifs intégristes, c'est presque une secte. Alors, ils sont habillés d'une certaine façon, c'est vraiment fascinant. Ils parlent une langue différente, ils ont une religion extrêmement stricte, et il y a des petits garçons qui vivent là-dedans, puis lui, il ne veut pas devenir épicier comme son père, il veut devenir astronaute. Tabarnouche, méchant défi, tu sais, c'est pas dans leur schème de pensée tellement. Et il va rencontrer une petite fille qui, elle, appartient à une autre culture. Je ne nomme pas la culture, mais elle est musulmane, elle est voilée. C'est des enfants qui ont 8 ans, 9 ans. Et elle connaît davantage l'espace, l'astronomie, les galaxies, les planètes, etc. Alors que lui, il est plus astronaute. Et donc, c'est la rencontre de deux êtres comme ça qui ne devraient pas être ensemble. Et donc, même à un moment donné, ils sont voisins, mais les parents construisent un mur entre les deux maisons, un peu comme, donc allusion un peu au mur en Israël. Et puis ces deux enfants-là, en fait, ce que j'aime dans cette histoire-là, ce que j'ai essayé de communiquer, c'est en fait, il y a deux choses qui dominent. C'est l'amitié, l'amour et la science. Et après ça, tu te fais une idée. Si tu veux rester dans la religion, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais la science est là.
l'astronomie, ça existe, etc. C'est le plus beau conte quand tu commences à écouter quelqu'un comme Hubert Reeves qui te parle des planètes, de l'astronomie, de l'univers, où est-ce qu'on s'en va, tu sais, notre planète qui a 5 milliards d'années, le Soleil qui en a encore pour tant de milliards d'années. Tu sais, c'est toutes des notions, tu te poses des questions. On va dire ça va provoquer de l'éco-anxiété, savoir est-ce que la Terre va rester encore comme elle est pendant longtemps, qu'est-ce qui va arriver à l'espèce humaine et tout ça. Mais c'est des questions. Les livres pour répondre à ces questions-là sont dans les bibliothèques. Il faut poser des questions. Et ces deux jeunes-là sortent un peu de leur environnement dans lequel on les a cloîtrés. Et puis, voilà. Puis, je ne veux pas dévoiler le punch, mais je veux dire, ça finit bien. C'est pas comme Roméo et Juliette. Ça finit bien. Mais tu le laisses aller, puis c'est aux jeunes, avec leur intelligence, de comprendre ce qui se passe. J'ai trouvé ça brillant d'enlever 2 mots, puis de dire on va laisser le reste agir. Caroline, est-ce que tu as cette réflexion-là aussi du travail des mots? Parce que la bande dessinée, ce n'est pas que de l'image. Hein. On a parlé beaucoup de l'image, mais le choix des mots, est-ce que ça fait partie de... Oui, ben, moi, c'est un très grand défi parce que je suis illustratrice, je suis pas auteur. Ben, junior, je suis auteur junior. Donc, je commence dans ce domaine-là. Donc, toute l'idéation, tout passe par le dessin, puis les mots, ben, il faut bien en mettre. Donc, c'est vraiment une partie difficile pour moi dans la création. Et moi, la difficulté particulière de mon projet, puis mon éditeur m'aidait beaucoup à focusser sur la façon dont moi je transmets mon message dans ma bande dessinée. Donc, moi, c'est les ours qui subissent des phénomènes qu'ils comprennent pas, ils savent pas d'où ça vient, c'est jamais nommé, c'est jamais dit. Donc, il n'y a pas le mot changement climatique dans la bande dessinée. Puis des fois, quand j'écrivais, on sentait trop l'environnementaliste en moi. Tu sais, là c'était comme, là, c'était trop message. Puis il disait, non, Caroline, reviens, c'est les ours qui voient ce qui se passe puis qui subissent. Il faut pas qu'on te sente derrière leurs paroles. Puis là, OK. Et là, je corrigeais, je changeais les dessins, mais je changeais aussi le texte. Puis deuxième difficulté, c'était de leur donner une personnalité propre. Donc, j'ai des adultes et des oursons. Donc, des fois, mes oursons, il y avait un trop beau vocabulaire. Donc, je disais, non, Caroline, c'est des oursons, ils parleraient pas comme ça, c'est trop scientifique. Là. Fait que là, OK, là, je me mettais dans la peau d'un enfant. Bon, comment il dirait ça? Donc, c'est vraiment un métier, hein, l'écriture, là. Donc, je sais pas, je réponds-tu à ta question? Tout à fait. Chloé? Oui, mais moi aussi, je suis un peu junior dans mon écriture. M'arrêtez. Mais vous êtes en fait, excellente. moi, à la base aussi, j'étais illustratrice. Là. J'ai commencé, je faisais des illustrations, puis la Maison Les Malins m'ont proposé d'écrire, parce que en fait, j'avais créé des personnages, puis ils m'ont proposé d'écrire l'histoire, puis j'ai comme tout bâti mon monde comme ça. Puis j'avais un peu le sentiment d'imposteur au début, là, de qu'est-ce que je fais, ça va être bon, tu sais. Puis, mais j'écrivais quand même quand j'étais à l'école. J'aimais beaucoup la partie d'écriture, mais je me sentais pas une auteure comme telle. Ça a pris quelques temps. Là, je dirais que maintenant, un petit peu plus. Mais ouais, le choix des mots... L'humour aussi. Ouais, moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime mettre un peu de touche d'humour dans mon écriture. Qu'est-ce qui répondrait... C'est comme un passe-partout en littérature jeunesse ou en bande dessinée. C'est pas négatif, au contraire, c'est positif, mais j'ai l'impression que l'humour fait bien passer les choses. Ouais. Ça accroche les enfants, puis après ça... Oui, mais ça adoucit aussi le message, oui, le texte. Il y a juste l'humour qui peut... je pense que dans la vie, on en a tellement besoin. En tout cas, pour moi, c'est essentiel là, dans mon écriture qu'il y en ait. Puis en même temps, Jacques, il n'y a pas toujours de l'humour dans tes œuvres. Au contraire, je pense à Azada. Pourtant, ça s'adresse à des enfants, mais... Oui, bien, ça s'adresse à des enfants, mais je reviens encore. Oui, bien sûr, ça s'adresse à des enfants. C'est de la littérature jeunesse, mais encore une fois, j'ai pensé à moi en faisant ce livre-là. C'est-à-dire que j'ai entendu à un moment donné une nouvelle, une photographe allemande qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, le livre va être réédité parce que je voulais mettre cette dédicace-là à cette photographe-là allemande qui s'appelait Anja Niedringhaus.
qui est décédé en 2014. Et c'était la bougie d'allumage pour ce livre-là, Azada. Et donc, c'est une photographe magnifique, immense, qui a reçu énormément de prix. Elle a travaillé dans des zones de conflit, de guerre. Elle est allée en Bosnie, en Irak, en Afghanistan, tout ça. Et puis, mais ces photos sont très belles. C'est pas des photos de guerre, c'est pas des photos de combat, des choses comme ça. Non, elle allait dans des camps de réfugiés, elle allait dans des zones où, bon, t'es en Irak, c'est pas la guerre tous les jours, mais elle voyait les familles, par exemple, qui s'occupaient des enfants, faire le lavage, faire la nourriture. Et peut-être le fait que, comme c'était une femme, elle parvenait peut-être à approcher les familles de façon différente. Elle avait des photos extraordinaires. J'ai appris son décès à un moment donné, de façon tragique, violente. Et j'ai vu ses photos. Ça m'a vraiment beaucoup ému. Et j'ai essayé d'imaginer, elle est morte en Afghanistan, et j'ai essayé d'imaginer une histoire d'amitié entre une petite fille qui s'appelle Azada. Azada, qui, en langue afghane, signifie espoir, et cette photographe-là. Et donc, cette petite fille-là, elle a été contaminée par la photographe qui lui a montré la photo, peut-être à lire, des films, des choses comme ça. Puis elle, la petite fille afghane, elle veut s'en aller. Elle ne veut pas rester dans cette espèce de pays où on a brûlé son école. Donc, tu vois, tout ça, je ne pense pas aux enfants. Puis il n'y a pas un éditeur, heureusement, qui a été derrière moi pour me dire « fais ci, fais ça ». Non, c'est moi, là, c'est moi qui sortais toutes ces choses-là. Et puis, donc, je m'intéresse à l'Afghanistan, à la politique, des choses comme ça. Puis, mais en même temps, j'essaie de faire ça très simple pour expliquer ça, peut-être à un adulte qui ne connaît pas tellement ça, puis tant mieux, peut-être à un enfant. Et puis, et donc, ça me permet de faire des scènes, des paysages avec l'Afghanistan, c'est très beau, avec les montagnes dénudées, tout ça. Mais il y a un message d'espoir parce que cette petite fille-là qui rêve de fuir l'Afghanistan, d'ailleurs, en ce moment, je pense qu'en Afghanistan, les filles ne peuvent pas aller à l'école, hein, je pense, c'est ça. Tu sais. Ouais. Et puis, on détruit les écoles, les talibans sont en place encore pour de nombreuses années. Et puis, et donc, ça m'inspire. C'est vraiment un sujet. Mais il y a d'espoir parce que cette petite fille-là, elle veut revenir un jour dans son pays et elle veut devenir enseignante quand la guerre sera finie. Et j'avais dessiné d'ailleurs en char d'assaut. Tu vois que les moutons sont là. Le char d'assaut est démantibulé, un T-55. Tu as un arbre, un olivier qui passe à travers la tourelle du char d'assaut. Tu sais. Donc, tu vois, c'est des images. C'est le fun à dessiner. Mais c'est drôle parce que peut-être avec certains éditeurs, ils m'auraient dit « Ah non, tu ne peux pas mettre ça, enlève ça. » Ah, écoute. Et comme je dis, j'ai commencé très tard à faire ces comptes-là. À 20 ans, je n'aurais pas été capable de faire ça. À 30 ans non plus, j'aurais dit oui, OK, je change ci. À 40 ans, là, il est trop tard. Ce que je fais, de hell, vous allez prendre ce que je fais, c'est tout. Mais il y a la puissance de la simplicité, de la poésie de la simplicité. Puis je pense pour ça que ça parle autant aux adultes qu'aux enfants. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des références de feu. Tu te reconnais, peu importe. C'est parce que ça m'empêche de dormir. Tu sais, quand je pense, par exemple, tu sais, on a des gens des forces armées qui sont allés en Afghanistan, les Français sont allés là, les Américains, l'Europe est allée là à combattre. Ils avaient des gilets par balles, des armes, etc. Mais quand tu penses, par exemple, aux enseignantes et puis aux directrices d'école qui allaient là, puis nombreuses ont été assassinées, etc. Mais je dis, quel courage incroyable! Quel courage incroyable! Puis ces gens-là, ces femmes-là restent là. Ils ne peuvent pas sortir. Tu vois encore aux nouvelles des manifestantes à Kaboul. Tabarnouche, je disais, ça, c'est respect. Tu sais, aller affronter les talibans simplement avec une petite pancarte comme ça. Moi, ça m'empêche de dormir la nuit. Fait qu'écoute, le matin, quand je me lève, je me mets sur ma table à dessin, puis ça y va au toast. Mais tu sais, c'est comme un large sujet, mais on arrive à, en quelques dessins, de comprendre. Il y a l'effet de l'universel dans la bande dessinée qui est intéressant. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste vous entendre en terminant. Petite question là, pour conclure, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Ah, moi, je ferai jamais de la bande dessinée jeunesse. C'est bien trop dur aujourd'hui. On ne sait plus quoi dire aux enfants. On sait plus ce qui est permis de leur dire. Je suis angoissée, j'ai peur de me faire... de me faire harceler par des parents pas d'accord ou de me faire censurer. » Beaucoup de monde qui ont peur de s'adresser aux enfants aujourd'hui à cause de la multitude des messages. Vous, qui en faites, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ben, moi, je sais pas, je suis naïve, je fais ce que je pense. Je suis comme toi, là. C'est ça que je veux faire, je le fais. Je me dis toujours que ça va plaire à quelqu'un dans le monde si ça me plaît à moi, mais je pense pas à est-ce que ça va déplaire à quelqu'un. Je pense pas à ça. En fait, j'y pense pas.
let's go, je le fais, c'est ça. Moi, mon projet, ça fait 15 ans que j'y pense, tu sais. J'y pensais pendant que je travaillais à faire des jeux très violents. Puis, tu sais, ça grossit. Puis, à un moment donné, il faut que je le dise. Donc, tu sais, si un éditeur est intéressé à m'encourager puis à le publier, c'était ça qui est important. J'ai jamais été confrontée à Mais j'aime je pense pas à ce qui va... Je pense aux gens qui vont plaire, à qui je vais plaire et pas à qui je vais déplaire. C'est une belle phrase, ça conclut bien. Chloé? Ben, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je ne peux pas penser négativement à ce que le livre pourrait amener. Fait que, si j'ai envie de l'écrire, moi aussi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont l'apprécier puis qui vont le recevoir. Puis, c'est un peu comme, je me dis, ça n'intéresse pas les gens, mais ils ne le regarderont pas, puis ils ne liront pas, puis c'est tout. Je sais pas. Je veux pas m'empêcher d'aborder des sujets pour ça. Je veux pas justement m'auto-censurer. Puis on parle aux éditeurs, puis on leur donne des idées d'histoires qu'on a, puis on voit la réaction aussi de leur part. Puis après, ben, si l'histoire elle nous tient vraiment à cœur, puis qu'on veut la faire, il y a d'autres façons aussi, je pense. Oui, mais c'est drôle, ta question, Catherine, parce que, en fait, est-ce que là, on n'est pas dans la censure, on est peut-être dans l'auto-censure. Tu sais, à un moment donné, tu dis, oh mon Dieu, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que ça va provoquer des réactions? Est-ce que ça risque de déplaire? Et là, c'est dangereux parce que c'est un méchant petit virus, ce genre de choses-là, parce que tu pars d'une bonne intention. Tu sais, moi, Jacques Gosselin, il n'est pas méchant. Il est vraiment fin, c'est un bon gars. Puis, c'est drôle parce que je ne suis pas un provocateur non plus. J'aime pas ce mot-là, provocateur, mais je me fais réfléchir. Et aujourd'hui, avec Internet et tout ça, on est peut-être dans une autre planète. J'ai connu une époque, à l'époque des débrouillards, quand les gens n'étaient pas d'accord avec quelque chose qui pouvait les offusquer dans le magazine, ben ils prenaient une lettre, ils écrivaient, et puis ils mettaient ça dans l'enveloppe. Ils fermaient l'enveloppe, ils mettaient un timbre, ça leur coûtait 45 cents à l'époque, et puis il fallait qu'ils aillent jusqu'à la boîte aux lettres, porter ça. Aujourd'hui, tu allumes ton ordinateur, et puis là, tu déverses un tombereau d'un jeu, puis là, tu envoies ça à droite, à gauche, tu fais reply, etc. Et là, tout à coup, ça s'emballe, la machine. Et j'ai vraiment, vraiment vu la différence. Et je vois des fois des éditeurs qui sont tétanisés. Ils reçoivent un courriel et ils savent que ce courriel-là, comme une cellule cancéreuse, risque de se propager. Et ils veulent pas... Et la maison d'édition, c'est... Alors qu'avant, on recevait une lettre. OK, bon, OK, on allait manger, on revenait, on réfléchissait, on avait le temps d'écrire, on répondait. Et ça se faisait de façon très civilisée. On arrivait à éteindre le feu, souvent, de façon... et je pense que ça, peut-être, c'est quelque chose qui va peut-être, effectivement, décourager certaines personnes, puis peut-être, un jour, peut-être me décourager aussi. C'est-à-dire que je veux dire, bon, ben regarde, je vais arrêter de faire toucher à certains sujets. Ça, ce serait assez... pour l'instant, non, je ne suis pas touché par ça, mais... parce que j'essaie d'être sincère dans ce que je fais, puis d'amuser les gens aussi, tu sais, dans la bande dessinée, de toujours trouver un filon. Je donne un exemple. Quand tu dessines, par exemple, à l'époque, on dessinait un gros financier, mettons, les changements climatiques, tu vois, il y a ces usines, puis il produit du plastique, et puis, etc. Tout ce qui l'intéresse, c'est le fric. Alors, comment on le dessinait, ce personnage-là? Assez gros, avec un cigare, avec un cigare. Puis, tu vois, la fumée fait un signe de pièce aussi. T'sais. Alors, c'est des clichés. Bien sûr, c'est un cliché. Mais tu as des gens qui écrivent, qui disent, ouais, mais il ne devrait pas y avoir de cigare parce que ça encourage les enfants à fumer le cigare. T'sais. Comme si, en lisant ta bande dessinée, des tralées d'enfants allaient se rendre au magasin de tabac puis allaient acheter des cigares. Ben, moi, j'ai lu le Capitaine Haddock et puis il buvait du whisky. Puis moi, j'aime pas vraiment ça, le whisky. Mais j'aime bien le Capitaine Haddock. Fait que peut-être qu'il faut servir un peu de son intelligence aussi. Il faut arrêter de... Il faut... en tout cas, moi, en même temps, ça me fait beaucoup rire. C'est peut-être le sujet d'un livre, ça aussi. Mais tu vois, c'est ça. C'est ce côté-là un peu. Tu dis, ah, OK, on enlève telle chose, on enlève tel truc, telle chose. Comme la cigarette de Lucky Luke aussi, qui avait changé. Oui, par exemple. Des petits changements. Oui, on a remplacé ça par un Des fois, on change des mots dans les titres des livres, là, avec des mots qu'il ne faut plus dire, ou alors on change des habitudes néfastes là, qu'on n'accepte plus. Ouais. Le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, ben, peut-être qu'il va falloir changer ça parce qu'il y a quelqu'un qui va être scandalisé par ça. Ouais. La censure, c'est un sujet... c'est drôle parce que
tous mes contes qui ont été publiés à la Pastèque ont été publiés, je suis content, dans beaucoup de pays, une dizaine de langues. Mais les seuls pays où il y a eu des problèmes, c'est les États-Unis et l'Iran. C'est drôle. Et les États-Unis, il y a quelque chose dans Azada, à un moment donné, cette petite fille-là, elle rêve de lire des livres, elle rêve d'aller au cinéma, de voir tous les films qu'elle a envie qu'elle rêve et tout ça. Et elle rêve d'aller dans des musées. Et j'ai représenté une scène où tu la vois, cette petite fille-là, elle est dans un musée à Paris, le musée d'Orsay, qui est un musée magnifique. Tu as les impressionnistes qui sont là, tu as Degas, Manet, Monet, des sculptures, tout ça. Cette petite fille-là, elle est là au milieu, puis il y a un tableau, c'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et l'éditeur américain a dit, on peut pas mettre ça, il y a un nu sur le tableau. Tu sais. Mais là, j'ai dit, mais quand vous emmenez votre enfant comme ça dans un musée, vous lui mettez un sac de plastique sur la tête, un bandeau, tu t'en vas à Paris, au Louvre, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était ça. Tu sais. Et en Iran aussi, ça a été censuré. Et parfois, ce qui est drôle, c'est parce que l'éditrice américaine m'a dit, Jacques, c'est parce qu'on ne peut pas mettre ça, c'est parce qu'on va avoir des problèmes au Texas, au Nebraska, dans certains États. À New York, il n'y aura pas de problème, puis à San Francisco, il n'y aura pas de problème. Mais à certains endroits, il y a des problèmes. Comme l'éditrice iranienne aussi. À un moment donné, dans l'Arbre à Gants, il y a le curé qui est en train d'arroser les fleurs, puis il est sur son balcon, puis il regarde la cour à côté, et puis la femme du boulanger est en train de se faire griller, est en train de se faire bronzer. Elle est en bikini, bien sûr. Oui, mais en Iran, ils ont été obligés de mettre un tapis sur la femme. Tu sais. Alors, mais l'éditrice m'a dit, on n'a pas le choix, Jean. On n'a pas. C'est très bon ton livre, on trouvait ça très drôle, mais on n'a pas le choix parce qu'on va avoir des sérieux ennuis. Tu sais. Mais je pense que ce que vous faites est important. Puis de continuer à défendre en sachant qu'il y a déjà des personnes qui l'apprécient, puis de penser à ça. Je pense que votre travail, c'est de dessiner, éduquer, divertir, conscientiser, mais aussi défendre. Puis ce rôle-là, il prend de plus en plus de place, défendre votre travail en espérant ne pas vous épuiser à le faire, bien évidemment, mais je pense que ce rôle-là devient de plus en plus important, défendre certaines choses. Jacques, on te retrouve chez La Pastèque, si on veut te rencontrer. Non, je vais être au kiosque de Bayard qui est D28. Un petit peu par là. Oui, D28. Caroline, ça sera chez Glénat. Oui, kiosque B12. Et Chloé, entre les deux, Malin Cata. Ben, je suis D27 pour aujourd'hui et demain. Oui. Bingo! On est à côté. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Bingo, Merci infiniment à vous trois d'avoir été là. Un grand merci. Oui.